Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je suis très heureux de recevoir Étienne Klein pour ce livre que beaucoup d'entre vous ont aimé à la fin de l'année dernière en cherchant Majorana. Étienne Klein, vous êtes physicien, docteur en philosophie des sciences. Il faut que j'arrête ça, excusez-moi. Vous avez une œuvre assez abondante à votre actif, notamment des livres qui ont été des succès, comme Tactique des chronos, ce discours sur l'origine de l'univers, qu'on trouve en poche d'ailleurs maintenant dans la collection Champ-Flammarion. Il y en a quelques exemplaires, si vous voulez compléter votre bibliothèque des ouvrages d'Étienne Klein. Et là, c'est un livre un peu particulier qui est une sorte de récit sur la vie d'un physicien, alors moi que je ne connaissais absolument pas, mais enfin vous m'avez très gentiment dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas que moi et qu'en France on le connaissait peu, même dans les milieux autorisés, mais enfin moi je ne le connaissais absolument pas, et effectivement c'est un portrait assez magique d'une personnalité dont on a parlé, et qui, semble-t-il à vous lire, vous l'aimez beaucoup, voilà. Il semble qu'il y a quand même entre vous et lui certaines affinités, pas surtout, hein, on en parlera, mais des choses assez fortes. Alors, peut-être que le mieux, c'est de commencer par le commencement. Puisque finalement, Majorana n'est pas connu en France, même dans les milieux des physiciens, c'est pas quelqu'un d'extrêmement connu. Comment se fait-il que vous, jeune, assez jeune, vous l'avez connu, vous avez croisé sa trajectoire, et qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie d'écrire sur lui? C'est quand même un livre qui n'est pas comme les autres dans votre biographie. Bon, bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Majorana, je l'ai rencontré indirectement quand j'étais étudiant. Je vous raconte en détail. J'étais étudiant au CERN, qui est le laboratoire de Genève, laboratoire européen où on fait d'activité particules, qui est un immense territoire, qui est plus grand que le Vatican, avec des rues qui portent le nom de grands physiciens. Donc, quand je suis arrivé comme étudiant là-bas, c'était en 1980, j'ai tout de suite vu que les rues portaient des noms de physiciens que je connaissais. Et la rue Einstein, la rue Démocrite, la rue de Tanford, Dirac, etc. Donc, tous les physiciens connaissent. Et puis un jour, je suis tombé sur la rue Ettore Majorana, que je ne connaissais pas, et qui m'a intrigué parce qu'il y avait la date de naissance, 1906, un tiret, 1938, et après le 1938, il y avait un point d'interrogation. C'est bizarre. Et du coup, j'ai questionné mes collègues qui m'avaient accueilli dans le laboratoire pour leur demander qui était ce physicien. Et en fait, ils ne savaient pas. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un physicien italien qui m'a dit « Mais Majorana, tout le monde connaît, c'est un surgénie qui a travaillé avec Fermi dans les années 30 à Rome et qui a disparu en 1938. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. » Tout le point d'interrogation. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire les travaux qu'il a publiés. Je suis un peu intéressé à sa biographie, mais pas tellement en fait dans un premier temps. J'ai un peu fouillé mes recherches quand j'ai publié un livre en 2005, qui s'intitule « Il était cette fois la Révolution » où j'ai les portraits de 7 physiciens qui jouaient à cette époque-là, il y avait Majorana. J'avais écrit 30 pages sur lui. J'avais l'impression d'avoir terminé le travail, en tout cas la contribution que je pouvais faire à ce personnage. Puis en fait, c'est revenu en 2006, il y a eu le 100e anniversaire de sa naissance. On a retrouvé des manuscrits à Pise, des milliers de pages de calcul, et ça a modifié la façon de considérer ces biographies. Je me suis replongé dans l'histoire, et puis j'ai rencontré par hasard un personnage qui porte le même nom que lui, qui s'appelle Ettore Majorana, junior, qui est son neveu, qui est physicien. J'ai rencontré, on est devenu amis, et lui m'a encouragé à écrire un livre. Il m'a donné des documents que seule sa famille connaît. Il m'a invité à Rome, il m'a donné des renseignements sur cette biographie. Et donc j'ai fait un voyage à Rome, à Naples, à Catane, à Palerme, là où il a vécu. Et j'ai écrit ce livre. Alors, il m'est arrivé d'ailleurs une histoire assez étonnante, c'est que ce livre a été publié à la fin du mois de septembre 2013.
Et il se trouve que j'ai déménagé, j'ai changé d'appartement en octobre 2013. J'ai emménagé dans un appartement de la rue Froidevaux, tout près de Porte-Rochereau. Et on vient de me signaler un roman de Modiano qui s'appelle Chien de printemps, que je ne connaissais pas, que j'ai lu. Et j'ai découvert que ce roman se déroule dans mon appartement. Ça en soi, c'est pas très original. C'est quand même, oui, c'est pas banal non plus. C'est une coïncidence. Le plus étonnant, c'est que ce roman raconte l'histoire d'une disparition. Le narrateur parle d'un personnage qui s'appelle Janssen, qui habite dans cet appartement, qui est photographe, qui est le collaborateur de Capa, qui suit Capa en Indochine. Capa est tué en Indochine. Le narrateur qui assiste à sa mort revient à Paris, vit dans cet appartement comme un reclus, continue à faire des photos mais ne les publie plus, et puis au bout de 4 ans, décide de disparaître. C'est exactement ce que fait Majorana quand il rentre d'Allemagne. En 1933, il rentre d'Allemagne, il a passé 6 mois à Leipzig. C'est plus le même homme, il est atteint psychologiquement, il est... Alors on va en parler. Voilà, On va en parler. et il disparaît 4 ans plus tard, donc j'habite dans un appartement où il s'est passé la même histoire que celle que je raconte dans ce livre. J'ai écrit à Modiano pour lui signaler la coïncidence. J'attends la réponse. Mais il y a quelque chose de philosophique dans la trajectoire de Majorana, au sens où il interroge le sens de toute existence humaine. Alors on sent... Quand on est un génie ou quand on n'est pas un génie, c'est-à-dire c'est la question de jusqu'à quel point on entre dans la société, jusqu'à quel point on communique, jusqu'à quel point on accepte la médiocrité. Et même si on ne sait pas pourquoi il est disparu, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, est-ce qu'il s'est suicidé, il y a quand même un rapprochement qu'on peut faire, que je ne fais pas dans le livre, mais qui m'est vu après, entre son destin, disons, et celui de Zweig. Zweig se suicide en 1941 parce qu'il comprend que l'Europe se suicide, et si l'Europe se suicide, alors il y a toutes les raisons de se suicider personnellement. Je pense que Majorana, c'est un peu la même chose, il a senti que l'Europe allait basculer dans la barbarie, et il n'a pas voulu voir ça. Alors effectivement, on sent bien qu'on est dans un livre qui est un récit où vous avez prononcé le mot de métaphysique. J'ai envie de dire qu'il y a un portrait existentiel de cet homme, Majorana, et il y a beaucoup de mystères. Enfin, et on sent que le mystère est très important dans ce livre, et ça commence dès le début, parce que vous parliez tout à l'heure de la rue Majorana, mais enfin, vous jouez, voilà, vous nous expliquez qu'en fait, cette rue Majorana, est-ce que vous l'avez vraiment vue, ou est-ce que vous... Elle n'existe pas. Vous ne l'avez pas vue. Enfin, quand vous nous racontez, vous êtes sûr de l'avoir. Non, j'ai voulu la retrouver pour le livre. Je voulais prendre en photo le panneau. Et en fait, je ne l'ai pas retrouvé. Je suis allé voir la direction du CERN. J'aurais demandé qu'est-ce que vous avez fait de la rue. Et ils m'ont dit qu'il n'avait jamais existé. Donc je fabriquais un faux souvenir. C'est classique, hein, fabriquer des faux souvenirs. C'est une chose qu'on fait couramment, qui interroge d'ailleurs le statut même de souvenir. J'étais absolument sûr de moi. C'est pas anodin, que ce soit avec ce livre-là, voilà. avec cette personne. Mais au gré de l'enquête, je crois que j'ai compris pourquoi j'ai entendu parler de lui à l'occasion de ce stage d'étudiant. C'est qu'on avait comme professeur un très vieux monsieur qui s'appelle Victor Weizkopf, grand physicien, qui avait collaboré avec Einstein dans les années 30, avec Pauli aussi, grande figure de la physique de ces années-là. Et j'ai retrouvé une lettre dans les archives de l'Université de Rome, dans laquelle il évoque sa rencontre avec Majorana à Copenhague, en 1933, lorsque Weizkopf collaborait avec Niels Bohr, qui avait un institut. Il raconte que Majorana a discuté avec lui de la formulation d'une nouvelle théorie physique qui s'appelle l'électrodynamique quantique, sur laquelle ils travaillaient tous les deux. Il raconte qu'il a été fasciné par le génie de Majorana, mais aussi son caractère introverti, la difficulté qu'il avait à communiquer avec les autres. Et je pense que Weizkopf, dans ses cours, nous a parlé de Majorana. C'est comme ça que j'ai entendu son nom. Parce que je suis quand même sûr de moi quand je dis que c'est à l'occasion de ce stage que je l'ai rencontré. C'est pas par le biais d'un panneau, c'est par le biais d'un cours sans doute où son nom et ses travaux ont été évoqués. Donc il y a des mystères, mais il y a des mystères. Il y a beaucoup de mystères dans le livre, on pourra peut-être en évoquer quelques-uns au fur et à mesure de la conversation. Peut-être dire aussi qui est Majorana, parce qu'effectivement, d'où il vient, dans quel type de famille
est-il né? Bon, il vient de Catane, la ville de Brancati. Bon, une ville dont le nom et les images qu'on en a font un peu rêver. Ça paraît très loin de la physique. Enfin, je sais pas, on a plutôt l'impression que c'est un peu triste et désolé. Bon, voilà. Mais il ne faut pas juger Catane à l'aune de ce qu'elle est maintenant. C'est une ville un peu triste en effet. Mais au début de la critique, elle était florissante. Vie intellectuelle intense, Majorana fait partie d'une grande famille dans laquelle on trouve des ministres, anciens ministres. On trouve un physicien, son nom, qui était un grand physicien, expérimentateur. Majorana naît dans ce contexte. Il est élevé par ses parents jusqu'à l'âge de 15 ans. Il a des dons en mathématiques incroyables. Beaucoup de gens m'écrivent pour me dire c'est évident qu'il avait le syndrome d'Asperger. Ce que je conteste formellement, j'ai interrogé des psychiatres. C'est pas parce qu'on calcule vite et qu'on a une mémoire extraordinaire qu'on peut avoir le symptôme. En l'occurrence, lui était capable de... Ce syndrome, c'est quoi exactement? Les gens qui sont capables de faire des calculs très rapidement, de multiplier le nombre de 3 chiffres par le nombre de 3 chiffres, d'extraire des racines cubiques en 3 nanosecondes. Mais lui, il savait faire ça, mais en plus, il était créatif, c'est-à-dire qu'il était capable d'élaborer, le montrera par la suite, une nouvelle théorie physique. Donc c'est pas du tout un autiste. Et simplement, à partir de l'âge de 15 ans, il quitte Catane avec ses frères pour étudier dans un lycée à Rome, le lycée Massimo, qui existe encore, on peut le citer. Il est venu à un musée en partie. Et là, il a le profil de l'élève très doué, qui va très vite, qui méprise les professeurs qui sont des lents. Il fait une école d'ingénieur. Il est difficile de caractère déjà, même s'il a des relations amicales avec beaucoup d'autres élèves. Mais il est très dur avec les profs. Je pense que pour un prof, avoir Majorana comme élève, c'est une épreuve. Ça peut être l'horreur. Donc, il se destine à devenir ingénieur, jusqu'au moment où un de ses amis, qui est étudiant avec lui, qui s'appelle Émile Segret, qui aura le prix Nobel de physique après la guerre, pour la découverte de l'antiproton, lui dit « Écoute, hier j'ai entendu une conférence à Rome sur la physique quantique qui est en train de naître. Cette conférence a été donnée par Enrico Fermi. Et Segret décide d'abandonner ses études d'ingénieur pour devenir physicien sous la houlette de Fermi. Fermi veut justement à cette époque-là constituer une équipe de chercheurs pour que l'Italie retrouve un niveau comparable à celui qu'a à l'époque l'Angleterre, par exemple, ou l'Allemagne, en physique. Et il fait passer des tests très longs aux candidats. Il les emmène en montagne, par exemple. Il y a des tests physiques, il y a des tests psychologiques. Il veut vérifier qu'ils sont capables de travailler ensemble. Il ne peut pas avoir les meilleurs physiciens du monde, il va avoir des physiciens qui collaborent. Et au bout de 6 mois de tests, de tout genre, Segret est recruté par Fermi. Et après quelques mois passés dans ce laboratoire, il vient voir Fermi et lui dit « Écoute, je connais un gars là, tu devras le recevoir. C'est un super doué, il pourrait nous être utile. » Et il parle évidemment de Majorana. Majorana est convoqué par Fermi. Et la rencontre entre les deux hommes se passe en 1928. Il y a plusieurs témoins qui la racontent de la même façon. C'est en fait Fermi qui va passer un test. Parce que Majorana va le questionner, lui demander sur quoi il travaille. Et à l'époque, Fermi travaille à ce qu'on appellera plus tard le potentiel universel de Fermi. Il y a dans un atome, il y a des électrons. Et la question est de savoir quels sont les niveaux d'énergie que peut avoir un électron dans un atome quand il y a beaucoup d'électrons qui tournent autour du noyau avec lui. Donc il faut faire une sorte de moyenne et calculer le potentiel moyen que les différents électrons vont exercer sur l'électron qui nous intéresse. Et pour ça, il faut résoudre une équation différentielle. Et Fermi raconte à Majorana qu'il essaie de résoudre cette équation depuis une semaine avec une machine à calculer, mécanique. Il y a quelques valeurs de potentiel, mais il ne les a pas toutes. Donc Majorana tourne les talons, quitte la salle sans dire ses intentions, sans dire au revoir. Et il revient le lendemain matin, se présente devant Fermi et lui demande de sortir le papier sur lequel il avait écrit les valeurs du potentiel. Dans le même moment, Majorana sort un paquet de cigarettes sur lequel il avait écrit, lui, toutes les valeurs du potentiel.
Et il demande à Fermi, il contrôle que les quelques valeurs que Fermi a pu calculer sont les bonnes. Et voyant que Fermi ne s'est pas trompé, il décide lui aussi de travailler avec Fermi. Bon, Fermi a été humilié dans l'affaire, mais il a compris à qui il avait affaire. Tout se passe bien, il collabore dans une atmosphère assez joviale, hein, le laboratoire de la Diapanis Bernard. C'est un laboratoire où on s'amuse beaucoup. Bon, la physique fait sa révolution. Tous les jours, il se passe des choses, ils font des expériences, ils font des calculs, ils se donnent des cours. Et tout va très bien jusqu'en 1932, date à laquelle les Joliot-Curie, à Paris ici, publient un papier dans les comptes rendus de l'Académie des sciences à propos d'une expérience qu'ils ont faite avec un rayonnement bizarre qui a été découvert par un Allemand une année plus tôt. Et ils envoient ce rayonnement sur de la paraffine. La paraffine, c'est un matériau qui est très riche en protons. Et ils voient que ce rayonnement est capable d'extraire des protons de la paraffine. Donc, ils disent, tiens, c'est bizarre, de la lumière de haute énergie, est capable d'extraire des protons qui sont très lourds à de la paraffine. Et donc, dans leur publication, ils disent qu'ils ont mis en évidence un effet qu'ils appellent l'effet photoprotonique. Les photons font bouger des protons, un peu comme il y avait l'effet photoélectrique de la lumière, qui était capable, ça a été démontré, de déplacer des électrons. Et alors ils voient bien que l'ordre de grandeur du phénomène qu'ils ont mesuré n'est pas du tout comparable à l'ordre de grandeur qu'on peut calculer. Mais ça n'a pas l'air de les troubler. Et Majorana, qui lit leur papier, comprend tout de suite qu'en fait le rayonnement en question, c'est pas de la lumière, c'est des neutrons. Les neutrons étaient des particules qu'on avait imaginées mais pas encore détectées, et Majorana comprend que les Joliot-Curie ont découvert le neutron sans s'en rendre compte. Donc il les traite d'abrutis, les stronzi, c'est-à-dire crétins, je crois. Les crétins, ils ont découvert le neutron sans s'en rendre compte. Ce qui est d'ailleurs peut-être l'explication du fait que Majorana n'est pas connu en France. Il a humilié nos prix Nobel. Bon. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans la foulée, il comprend que dans le noyau des atomes, il y a une nouvelle force, la force nucléaire. Il fait une théorie d'interaction nucléaire dans quelques jours. Une théorie qui est basée sur une force d'échange entre les protons et les neutrons, et il présente à Fermi, qui trouve ça absolument génial, évidemment, qui demande à Majorana de publier cette théorie. Majorana refuse, il ne veut pas publier. Il trouve que c'est mieux, que la publication est une activité réservée aux médiocres. Et comme tous les travaux sont médiocres, on ne devrait jamais publier. Fermi insiste, et Majorana finit par accepter non pas de publier sa théorie, non pas de la présenter lui-même, mais il accepte que Fermi la présente à Paris au colloque de physique nucléaire qui est organisé en juillet 1932. Ce que fait Fermi, et Fermi se rend compte que Heisenberg, qui est un physicien allemand qui est à Paris pour ce colloque, a des idées voisines. Moins poussées, mais voisines de celles de Majorana. Et lorsqu'il rentre à Rome, il raconte ça à Majorana et lui dit, avec l'engueule, quoi, en lui disant, il faudrait que publier. Majorana, Heisenberg a les mêmes idées que toi. Et il va les publier. Et Majorana, bon, c'est très bien, ça me fera un travail en moins. Et il finit par, lui qui a toujours refusé de voyager, il accepte de rejoindre Heisenberg à Leipzig, début de l'année 1933. Pas parce qu'il a l'impression d'avoir trouvé un alter ego. Il a trouvé quelqu'un qui a les mêmes idées que lui, chose qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Donc il part à Leipzig en janvier 1933, c'est le mois où Hitler accède au pouvoir, fraternise vraiment avec Heisenberg, collabore, ils écrivent un papier qui est le papier fondateur de la physique nucléaire, en février 1933. Apparemment à Copenhague, pour voir Niels Bohr, et c'est là qu'il rencontre Weizsäcker, revient à Leipzig en avril, et là il se passe des choses. On ne sait pas très bien quoi, mais dans sa correspondance, c'est plus le même homme. Il se confie beaucoup moins, il a l'air moins jovial, moins intéressé, il publie plus. Il reste à Leipzig jusqu'en août, date à laquelle il rentre à Rome.
Et là, c'est plus le même gars, il ne va plus au laboratoire, il interagit très peu avec ses ex-collègues. Moi, quand j'ai écrit Il était cette fois la Révolution en 2005, tous les livres que je lisais disaient qu'il avait passé 4 années reclus chez lui à déprimer. Et en fait, c'est faux. Je ne dis pas qu'il était jovial, hein, mais il n'a pas déprimé au sens psychiatrique du terme, puisqu'il a travaillé comme un fou. Il a écrit des milliers de pages de calculs, il travaillait 18 heures par jour. En fait. Il était malade, il avait une gastrite, il buvait que du lait, il mangeait très peu. Il n'a jamais été très gros, hein. C'était vraiment quelqu'un de très mince. Et en 1937, il a un petit sursaut de vitalité et ses collègues, qui le fréquentent quand même un peu, qui ont des nouvelles indirectes, le convainquent de postuler un poste de prof de physique à Naples. Et pour ça, il faut publier. Il y a un dossier. Et Majorana publie un papier dont il avait écrit le brouillon lorsqu'il était à Leipzig. Un papier absolument génial, que les physiciens d'époque ne peuvent pas comprendre. Et c'est un papier dans lequel il établit une théorie symétrique de l'électron et du positron. Il prédit en fait que les particules peuvent être leurs propres antiparticules. Il s'appuie sur la théorie des groupes, que les physiciens ne connaissent pas. Donc son papier, en fait, n'est pas compris, même pas par Fermi. Mais ils comprennent quand même, les membres du jury, que c'est pas Claude Allègre, quoi. C'est vraiment un bon physicien. Donc il a... Vous retirez ça du montage? Il n'y a pas de montage. Je suis désolé. Mais bon, bref, c'est le royaume de la liberté. Il voit que c'est un génie, ce que tout le monde savait d'ailleurs. Et il a le poste. Il va à Naples en janvier 1938. On a retrouvé, grâce à son neveu, le brouillon de la conférence inaugurale qu'il a donné en janvier 1938. Un texte absolument génial sur la bonne façon d'enseigner la mécanique quantique. Et ensuite, il va donner 12 cours. Et il se trouve qu'on a retrouvé ces cours parce que il donnait cours à 7 étudiants, c'est incroyable ça, qui étaient tous des filles. Enfin, sauf un, qui s'appelait Moreno, qui voulait draguer une des filles qui assistait au cours, qui s'appelait Gina Senatori, qui est magnifique. Et en fait, il s'est pris de passion pour le cours. Donc il a tout noté. Ce qui fait qu'on a l'intégralité des cours que Majorana a donné, c'est des cours extraordinaires. Un peu trop durs pour les niveaux des étudiants qu'il y avait à l'époque, mais il se passe des choses bizarres, c'est-à-dire en février par exemple, un ami du directeur de l'institut dans lequel il enseigne, qui s'appelle Occhialini, qui est un très grand physicien en fait, rend visite à Carelli, et au moment où ils discutent ensemble dans le couloir, Majorana arrive comme un spectre, et Carelli présente Majorana à Occhialini. Occhialini savait que Majorana était un génie, il est tout à fait ému. Il a les jambes qui tremblent, etc. Il serre la main d'un génie. Et Majorana lui dit, c'est bien que vous soyez venu aujourd'hui, parce que si vous étiez venu dans 15 jours, vous ne m'auriez pas trouvé. Et il ajoute, il y a ceux qui disent des choses, et il y a ceux qui les font. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Majorana avait déjà décidé de disparaître au mois de janvier ou au mois de février? Ou est-ce que ça veut dire qu'il avait projeté de prendre des vacances? C'est pas trop. Toujours est-il que Occhialini, qui n'a pas compris le sens de cette phrase au moment où il l'a entendu, a appelé sur son lit de mort, en 1997, Ettore Majorana Junior, pour lui dire que toute sa vie, il avait été tourmenté par le fait qu'il n'avait pas su décoder le message que Majorana sans doute tentait de lui faire connaître. Bon, en tout cas, il donne des cours, il a l'air de bien se passer, il écrit même en mars une lettre à l'un de ses amis en disant les étudiants ont l'air de s'accrocher, ça se passe bien, je pense que je vais en amener quelques-uns vers la physique. La lettre est datée du 21 mars. Le 25 mars, il va à l'université alors qu'il n'est pas prévu qu'il donne des cours, mais il sait que ses étudiants, ses étudiantes, se retrouvent à un certain endroit dans la bibliothèque pour discuter des cours. Et il appelle une des étudiantes qui est Gina Senatori, magnifique fille. Il lui remet une chemise de documents en lui disant « Gardez-les, on en discutera plus tard ».
Et en fait, le matin, avant de rencontrer cet étudiant, il a écrit une lettre au directeur de l'Institut pour lui dire je vais disparaître. C'est une décision irrévocable, je vais disparaître. Je vais prendre le bateau ce soir pour Palerme à 22h30 et je penserai à vous jusqu'à 11h du soir et si possible après. C'est une phrase bizarre, mais si possible après. Il prend le bateau et il arrive à Palerme. Donc il ne se jette pas dans la mer. Et à Palerme, il envoie un télégramme au même Carelli pour lui dire finalement je vais rentrer ce soir par le même bateau. Je ne suis pas une jeune fille d'Ibsen. J'arrête l'enseignement. Je t'expliquerai plus tard. Et on ne l'a jamais revu. Et ce qui est étonnant, c'est que Carelli, il a reçu en même temps la lettre qui annonce la disparition et le télégramme qui annonce son retour. Donc il reçoit ce qu'on appelle en physique un chat de Schrödinger, c'est-à-dire un mec qui est à la fois mort et vivant. Et depuis, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et écrites sur cette disparition. La thèse la plus connue en Italie, c'est celle qu'a propagée un romancier très connu en Italie qui s'appelle Sciascia, qui a écrit un livre en 1974 qui s'appelle La disparition de Majorana, dans lequel il fait l'hypothèse que Majorana a compris qu'on pourrait faire des bombes atomiques. Il a disparu pour ne pas collaborer à cette entreprise. L'argument de Sciascia, c'est de dire, finalement, Majorana, il avait compris que les Joliot-Curie avaient découvert le neutron avant tout le monde, et il a compris que Fermi avait fait de la fission d'uranium avant tout le monde, sans s'en rendre compte. Bon, je te montre dans le livre que c'est une thèse qui ne tient pas, parce que même si Majorana a pu comprendre que Fermi faisait de la fission, pour faire une bombe, il ne suffit pas qu'il y ait de la fission, il faut qu'il y ait des neutrons qui soient émis par les réactions de fission, qui propagent la réaction en chaîne. Et ça, Majorana ne pouvait pas le deviner. Donc, la thèse de Sciascia, thèse romantique, me semble fausse, mais ce qui est vrai, c'est qu'en 1934, Fermi et ses copains envoyaient des neutrons sur tout ce qu'ils pouvaient. Sur tous les matériaux qu'ils trouvaient, ils envoyaient des neutrons. Le neutron était capturé parfois par les noyaux des matériaux sur lesquels ils étaient envoyés. Le neutron est capturé par le noyau, il y a des interactions bêta qui fait que le neutron devient un proton, et du coup on fait un élément artificiel. On fait des nouveaux éléments chimiques, ou des nouveaux radioéléments. Et à partir de septembre, ils ont envoyé des neutrons sur de l'uranium. Et ils ont fait une analyse chimique de l'acide, et ils ont regardé s'il n'y avait pas des éléments chimiques proches de l'uranium qui auraient été fabriqués par la capture des neutrons. Ils n'ont rien vu. Et donc, ils en ont conclu que ces irradiations d'uranium avaient provoqué un nouvel élément chimique, l'élément 93. Dans l'uranium, il y a 92 protons. Si ces noyaux absorbent un neutron qui devient un proton, la radioactivité, ça fait l'élément 93. Ils ont publié ce résultat qui a fait la une de tous les journaux dans le monde entier, hein, le New York Times, évidemment la presse italienne, puisque les fascistes qui étaient au pouvoir étaient ravis de montrer que les Italiens avaient fabriqué le premier transuranien. Il y a une anecdote assez marrante parce que le patron de l'Institut, où travaillait Fermi, voulait plaire à Mussolini et il a proposé que le nom qu'on donnerait à ce nouvel élément chimique soit le mussolinium. Bon. Donc, Fermi n'était pas très d'accord et il a trouvé comme argument que la durée de vie sur le nouvel élément était très courte et que ça pourrait déplaire au Ducci. Donc ça s'est appelé finalement l'élément 93. Et en réalité, ce que n'avaient pas vu ces gens-là, c'est qu'il n'y avait pas du tout d'élément 93 dans l'affaire, mais que l'uranium-235 avait fissionné en deux noyaux plus légers, et du coup, les éléments chimiques qui étaient produits par cette fission étaient beaucoup plus légers dans le tableau de Mendeleïev, et il fallait donc faire une analyse chimique de l'acide en regardant les éléments légers, ce qu'ils n'ont pas fait. Et là, l'expérience va être refaite par les Allemands en 1938, par Otto Hahn, et c'est Lise Meitner qui va comprendre la fission. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça que je ne le savais pas, je l'ai découvert dans l'enquête, c'est qu'en fait, il y a une chimiste allemande qui s'appelait Ida Noddack, qu'on appelait la Marie Curie allemande, parce qu'elle avait découvert l'élément 75, l'uranium,
avec son mari un peu plus tôt. Elle a envoyé une lettre à Fermi, elle a même fait une publication, en disant « Vous n'avez pas fait la bonne analyse chimique, il a regardé tous les éléments. » Et on sait, il y a peut-être eu une fragmentation de l'uranium. Et on sait que cette lettre a été discutée dans le groupe, et en fait, ils n'ont pas pris au sérieux cette hypothèse, pas tellement parce que c'était une femme, comme on l'a dit, mais parce que Hidanoda, qui était chimiste, aurait très bien pu faire de l'analyse. Et en plus, dans l'inconscient des physiciens de l'époque, il était impensable qu'un petit neutron lent qui tape un gros noyau comme celui de l'uranium puisse le fissionner. Mécaniquement, ça paraissait absurde. Et donc, la fission est une affaire de femmes. Les seuls qui l'ont envisagé sont Hidanoda en 1934 et Lise Meitner en 1938. Et quand Fermi va fuir l'Italie pour échapper aux lois raciales, il va se présenter aux États-Unis comme étant l'homme qui a raté la fission de l'uranium. Donc, cette thèse de Sciascia ne me semble pas défendable, même si on peut imaginer que Majorana a compris que la fission était possible. Mais les raisons pour lesquelles il a disparu me semblaient d'un autre ordre, soit psychologique, soit physique, il était malade. Je ne pense pas qu'il était suicidaire. J'ai vu la lettre qu'il a écrite le jour de sa disparition. Les psychiatres disent que quand quelqu'un écrit une lettre annonçant un suicide le jour du suicide, l'écriture est déformée, ce qui n'est pas le cas là. Et la grande question que je me pose, c'est est-ce qu'il a décidé de disparaître le jour même, ou la veille, ou 2 jours avant, ou est-ce que c'est un projet de toute une vie? Sachant qu'il y a une lettre qu'il écrit à un ami à l'âge de 20 ans, dans laquelle il dit qu'il ne fera pas de vieux os, et qu'il ne connaîtra sans doute pas les douleurs de l'artériosclérose. Donc il y a un mystère sur sa disparition, mais ce que j'essaie de faire moi, c'est de mettre en avant ses travaux, parce que c'est quand même un personnage qui s'est, on pourrait dire, essentialisé dans sa disparition. Les gens disent, Majorana, ah oui, c'est le physicien qui a disparu. En oubliant qu'avant de disparaître, il était là et il travaillait. Il a fait beaucoup de choses, et c'est ces choses que j'essaie de raconter en résistant à la censure de mon éditeur, qui trouvait que c'était trop difficile et qui m'a demandé de simplifier et même d'enlever beaucoup de choses. Puisqu'il paraît qu'à chaque fois qu'on dit une chose compliquée dans un livre, on perd des lecteurs. Donc j'ai essayé de trouver un compromis en gardant de la physique, mais en la mettant en annexe du livre. Merci Étienne Klein. Peut-être que vous pouvez aussi, par rapport à l'œuvre de Majorana, revenir sur le fait que peut-être que ce qu'il a cherché, ce qu'il a eu en tête, les travaux qu'il a effectués, pourront être utilisés plus tard, notamment pour comprendre des énigmes de l'univers. Et ça, c'est quand même important, parce que je trouve que c'est, moi qui ne connais rien à la physique, ça colle parfaitement avec l'énigme du personnage. Il a peut-être ressuscité d'une certaine manière. Oui. En fait, c'est quelque chose à laquelle je crois. Je pense que Majorana avait compris que personne ne pourrait le comprendre. Et donc il s'est arrangé pour envoyer des missiles vers le futur. Par exemple, dans les documents qu'il a remis le jour de sa disparition à Gita Senatore, il y a 10 pages en français. Parce qu'à l'époque, la langue officielle de la physique en Russie, c'était le français. Il avait été invité à un colloque à Kharkov, et on pense que ce qu'il a remis à Gita Senatore, c'est le brouillon de la contribution qu'il souhaitait faire là-bas. En fait, il n'est pas allé. Mais c'est un brouillon dans lequel on trouve presque le Lagrangien de l'électrodynamique quantique qui sera découvert après la guerre, dans la vraie histoire. Le papier sur la théorie symétrique de l'électron et du positron, on ne l'a pas compris à l'époque, mais aujourd'hui il est très étudié parce que, en effet, en partant de principes de symétrie très très généraux, on peut prédire l'existence de particules neutres qui seraient leurs propres antiparticules, ce qu'on appelle des fermions de Majorana. Or, aujourd'hui il y a un problème en astrophysique qui ne se posait pas à l'époque, qui est le problème de la matière noire. Dans l'univers, il y a de la matière noire, la matière de nature inconnue, qui agit gravitationnellement sur les galaxies, mais qui n'est pas de lumière. Donc on ne la voit pas. Et les fermions de Majorana sont des candidats possibles pour la matière noire. Pour le prouver, il faut les détecter, et un des grands programmes du CERN pour les années qui viennent, c'est de chercher les fermions de Majorana.
Et donc, ça serait une première dans l'histoire qu'un type résout théoriquement un problème qui ne se pose pas à l'époque où il résout. Donc, il y a énormément de recherches là-dessus. Et d'ailleurs, si on fait une recherche bibliographique, on voit que le nom de Majorana apparaît dans un nom croissant et très rapidement croissant de titres d'articles de physique. Son nom est associé à plein de choses. Il y a les fermions dont j'ai parlé, il y a les matrices de Majorana, il y a les représentations de Majorana, il y a les spinners de Majorana, etc. Son nom est associé à toutes sortes de nouveaux concepts qui sont étudiés aujourd'hui, utilisés aujourd'hui, et qui n'étaient pas dans les 20 années qui ont suivi cette disparition. C'est comme s'il avait eu quelques décennies d'avance. Je ne dis pas que c'est la raison de sa disparition, hein, mais en tout cas, il n'arrivait plus à communiquer avec ses contemporains, en tout cas de la physique. Il était entouré de gens qui ne pouvaient pas le comprendre, et du coup, il s'est retrouvé très isolé, et son destin pose la question du statut des génies. Comment est-ce qu'on vit quand on est génial? Comment est-ce qu'on vit quand on ne peut pas communiquer? Vous dites qu'il n'a pas de corps, quasiment, vraisemblablement. Il n'est pas sportif, non? Il n'est pas sportif, vraisemblablement pas de relation amoureuse, pas de relation charnelle, pas de trace en tout cas. Quand vous citez des exemples où il peut parler sur des choses très précises, mais dans la conversation courante où peut-être des émotions pourraient passer, il disparaît. Donc, il y a deux époques. Avant son voyage en Allemagne, il est parfaitement intégré. Il va boire des bières ou des verres de vin rouge avec ses copains le soir. Il discute de tout. Il suit avec passion l'aventure de Nobilé au pôle Nord. Donc, non, il s'intéresse à beaucoup de choses, notamment à la politique. Mais à son retour d'Allemagne, en effet, il coupe beaucoup de relations et il est beaucoup plus social qu'auparavant. Mais avec ses étudiants, par exemple, ça se passe très bien. S'il était vraiment dépressif, comme on a pu lire, est-ce qu'il aurait pu donner des cours? Il était très... Évidemment, il écrivait ses équations à toute vitesse, il se retournait, il voyait que tout le monde était largué, donc il reprenait gentiment, mais il avait le souci d'être compris, il était en interaction avec eux. Et donc, moi, je ne crois pas à la thèse de l'autisme, de la dépression, etc. Simplement, il y avait une forme de fêlure, d'origine inconnue, qui l'a conduit à disparaître et à mettre en scène cette disparition d'une façon quantique. Parce qu'en fait, il dit qu'il va disparaître, puis il dit qu'il ne disparaît pas, puis en fait, il disparaît, il envoie des messages contradictoires. Ça, c'est vraiment de la physique quantique. Il superpose les trajectoires possibles. De sorte qu'à chaque fois qu'on étudie une piste comme étant sérieuse, on aboutit à une conclusion qui empêche de croire à cette piste. On en prend une autre, et il rebelote. Et donc, il est à la fois impossible qu'il ait disparu et certain qu'il ait disparu. Donc c'est un cas étrange. Moi j'ai interrogé par exemple le capitaine, j'ai repris le même bateau que lui. Parce que les horaires n'ont pas changé entre Naples et Palerme, c'est pareil. Il y a toujours le bateau de 22h30. Et quand il est 11h du soir, j'ai pris le même jour que lui, hein, le 25 mars, j'ai pris le bateau. Et à 11h du soir, donc une demi-heure après avoir quitté le port, on est encore dans la rade, dans le golfe, disons, et c'est impossible de se jeter à l'eau sans être vu. Enfin, il y a des lumières partout, l'équipage est sur le pont, enfin, c'est difficile de se jeter à l'eau. Alors pourquoi est-ce qu'il a dit 11h du soir? Pourquoi est-ce qu'il a dit je penserai à vous jusqu'à 11h du soir et c'est possible après? Est-ce que ça voulait dire qu'il pensait encore pouvoir renoncer à son projet? Ou est-ce que ça veut dire qu'il pensait qu'il y avait une vie après la mort et qu'on pouvait avoir le souvenir des gens qu'on a aimés dans l'au-delà? Tout est ambigu comme ça. Quand il dit dans son télégramme « Je ne suis pas une jeune fille d'Ibsen », ça veut dire quoi? Moi j'ai épluché toutes les pièces d'Ibsen du coup. Bon, il vous a fait travailler. Oui, j'ai bossé. Bon, j'avais d'ailleurs tout un chapitre sur Ibsen, mais bon, pour des raisons de lisibilité. Mais c'est dommage, on peut dire que c'est dommage. Mais il n'y a pas beaucoup de jeunes filles chez Ibsen. Et il y en a quelques-unes, et les rares qui sont dans les pièces ne se suicident pas. Les femmes qui se suicident chez Ibsen, c'est les femmes mariées. Donc quand il dit « je ne suis pas une jeune fille d'Ibsen », ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que j'ai renoncé au suicide? Et à ce moment-là,
Non, c'est pas une jeune fille. Il y a quand même une logique de mise à distance du monde extérieur, de protection, d'isolement qui est poussée, qui à un moment donné bascule dans quelque chose qui est paroxystique. Oui. Dans sa chambre, il y a 2 livres qui sont en évidence. Évidemment, il y a Tout été de Pirandello, notamment la pièce 6 personnages en quête d'auteur. Et puis il y a Feu Mathias Pascal, qui est l'histoire d'une disparition. Moi, je pense que, quelle que soit l'hypothèse qu'on fait sur les raisons de sa disparition, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'était un personnage en quête d'auteur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun rôle qui lui corresponde. Même professeur d'université, ça ne lui va pas. Il ne peut pas rentrer dans une case. Et donc, il est malheureux. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a un producteur là, qui s'intéresse au livre et qui veut l'adapter en film. Donc il m'a demandé de l'accompagner à la télévision, voir des directeurs de programme, pour essayer d'avoir un financement pour monter un projet de film. Donc, les gens à la télévision, ce sont des gens qui ne lisent pas de livres, hein, évidemment. Donc il faut tout leur raconter. Donc on leur raconte, ils trouvent ça intéressant. Ou alors envoyer le film de notre rencontre. Voilà. Et la réaction, c'est de dire, mais bon, ce Majorana, là, il n'entre dans aucune de nos cases. Je dis, ben oui, c'est ça qui est intéressant. Mais en fait, c'est ça aussi qui empêche qu'il y ait un film. Parce qu'il n'est pas dans les cases. Et donc c'est le problème général, comment on vit quand on n'est pas dans une case. Le problème du génie. Il y a des génies qui arrivent à rentrer dans les cases, par exemple Fermi, Schrödinger, Heisenberg, c'est des génies. Pas comme Majorana, pas du même genre. C'est des gens qui ont fait des grandes découvertes. Mais ils arrivaient à diriger des instituts, à avoir le prix Nobel, etc. Ils publiaient beaucoup, ils avaient des vies socialement très riches. Majorana, ça ne l'intéresse pas, il ne veut pas publier. Il sent je pense qu'il était conscient qu'il aurait le prix Nobel, mais ça ne l'intéresse pas. Et c'est peut-être parce qu'il sent qu'il va l'avoir qu'il disparaît. Le refus des honneurs, le refus de la singularité. Et une forme de solitude terrible. Quel est le mot qui peut caractériser l'état d'esprit d'Étienne Klein par rapport à Mariana? C'est la fascination, une sorte d'amitié, de la curiosité, de l'admiration. C'est quoi d'abord? Bon, admiration, c'est évident. Sympathie, c'est évident. Fascination, parce que il pose la question de savoir d'où viennent les idées. Quand vous regardez les travaux des grands physiciens de cette époque, bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'époque, c'est l'époque où la physique bascule. Hein. On découvre l'atome, le noyau, des nouvelles forces. On comprend que la physique classique ne rend pas compte du comportement des particules. On a inventé une nouvelle physique. C'est une époque incroyable. C'est la révolution tous les jours. C'est là que naît la physique dite quantique, qui est encore active aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré les millions de découvertes qu'on a faites depuis, on est resté dans le même cadre théorique. Et c'est ces gens-là qui l'ont fait. C'est 15 personnes. 15 personnes en 10 ans qui inventent un nouveau formalisme avec des nouveaux concepts mathématiques. Et autant on arrive, avec le recul, à comprendre comment Schrödinger a eu ses idées, comment Heisenberg a eu ses idées, parce qu'ils racontent. Ils disent comment ça. On peut lire leur papier. Autant chez Majorana, quand on lit des milliers de pages qu'il a écrites, on ne comprend pas comment il a fait. Il ne le dit pas, et on a l'impression que sa production est continue. Il n'y a pas de temps fort, il n'y a pas des eureka, j'ai trouvé un truc, non, constamment. Il invente des choses, il calcule. À Pi, il y a toute une équipe qui travaille sur ces manuscrits. Il calcule les intégrales, par exemple. Il passe d'une formule A à la formule B, direct. Et nous, on est obligé de faire 5-6 étapes intermédiaires pour passer de A à B. Il y a une espèce de fulgurance, c'est ça qui est celle qu'on trouve chez Mozart, par exemple. Et... Alors, moi, j'ai pensé à Mozart, et il y a un écrivain auquel j'ai pensé en lisant ce livre, c'est Rimbaud, ouais, y compris dans la disparition, dans une sorte de génie fulgurant, et puis, Rimbaud, on sait ce qu'il est devenu, mais quand même... Rimbaud, il est tombé en panne. Ouais, alors voilà, non mais c'est vrai, mais peut-être qu'il est tombé en panne. Est-ce qu'il n'y a pas tout... Pour moi, Rimbaud, il a à voir avec l'adolescence. C'est l'adolescence qui n'arrive pas à se prolonger. D'où le drame. Chez Majorana, il y a ça. C'est pas une histoire d'adolescence. Quand il
pareil, en pleine créativité, il travaille sur l'électrodynamique quantique, sur les théories quantiques du rayonnement, et sur des sujets qui vont se développer après la guerre, en fait. Non, c'est vraiment un mystère. Hein. Il y a encore une fois beaucoup de contradictions. Il loue une chambre à l'hôtel Bologna à Naples, quand il est prof, et vers la mi-mars, il demande au patron de l'hôtel de le changer de chambre. Il veut être sur une chambre qui donne sur la grande avenue, parce qu'il sait que le grand défilé militaire qui est prévu, parce que Hitler visite Naples et signe un accord avec Mussolini le 7 mai, il veut voir le défilé. Bon, et il disparaît le 25 mars. Pourquoi il a voulu changer de chambre? Est-ce que c'est une fausse piste? Est-ce qu'il veut nous tromper? Tout est comme ça. Dans sa lettre, dans laquelle il annonce sa disparition, en fait, il parle, sans employer le mot, il parle d'un suicide, il veut vraiment suicider. Mais il prend son passeport. Il retire l'argent à la banque. C'est bizarre pour un gars qui se suicide. Au fond de la mer, l'argent n'est pas utile. Donc voilà, tous les signaux qu'il envoie sont des signaux qui sont mutuellement incompatibles. Et c'est ça que j'aime bien. J'aime bien cette ambivalence. Parce qu'il me plaît d'imaginer un personnage comme lui vivant aujourd'hui. Ce qu'il pourrait dire et penser du système d'autopromotion permanente, du fait qu'aujourd'hui, quand on est chercheur, on coupe ses articles en rondelles pour multiplier le nombre de publications. Comme personne ne les dit, c'est pas grave. La télé-réalité, l'autosatisfaction, la promotion de l'ego, il y a des choses intéressantes. Voilà, il y a deux personnages dont j'aimerais qu'ils soient actifs aujourd'hui. C'est Majorana, pour les raisons que je viens de dire, et Einstein. Einstein, il me manque beaucoup. Sûrement des choses intéressantes à dire. Avec son humour. Pas seulement sur la physique, mais aussi sur la société. Merci Étienne Klein. Peut-être qu'on a encore 5 minutes pour une ou deux questions. Si vous avez une ou deux questions à poser à Étienne Klein, n'hésitez pas. Madame. Ne pensez-vous pas qu'il aurait pu choisir de devenir une sorte d'ermite? Est-ce qu'il aurait pu choisir de devenir un ermite? Oui, il y a des gens qui disent qu'il est en Argentine. En fait, il y a une émission perdue de vue en Argentine. Il y a eu des milliers d'appels. C'est en 95. Des milliers de gens qui ont appelé en disant on a vu Majorana dans un café qui joue aux échecs, etc. Donc c'est la thèse de la fuite en Argentine. Il y a aussi la thèse de l'enlèvement par les nazis. Il y a même un neveu de Majorana qui s'appelle Dante Majorana, que j'ai rencontré, qui est persuadé qu'il a écrit ses lettres à un pistolet sur la tempe. Parce qu'Eisenberg, ayant repéré son génie, a voulu le récupérer pour faire la bombe allemande. Bon, ça tient pas. Les archives allemandes sont ouvertes. On n'a aucune trace du nom de Majorana dans ces archives. Et en plus, vous savez, quand les Américains sont entrés en Allemagne, ils ont arrêté 10 savants, parmi lesquels il y avait Heisenberg, von Weizsäcker et d'autres. Ils les ont emmenés dans une ferme en Angleterre, dont ils avaient truffé les murs de micros. C'était en mai 1945, et ils voulaient savoir où les Allemands en étaient à propos de la bombe. Donc ils les ont mis ensemble, dans une semi-liberté, simplement ils entendaient toutes les conversations. Et tout ça est ouvert, connu, c'est une opération qui s'appelle l'opération Epsilon, et on a tous les textes. Enfin, évidemment, c'était pas enregistré, simplement il y avait des gens qui écrivaient toutes les conversations, on les a toutes, et à aucun moment il ne parle de Majorana. Donc l'enlèvement par les nazis. En revanche, il y a une thèse qui renvoie à ce que vous dites, c'est qu'en 1974, il y a un clochard qui a été enterré en Sicile, et c'est un clochard qui a une cicatrice à la main, comme Majorana. Parce qu'il avait un accident de voiture, il avait une cicatrice à la main, et il avait un bâton sur lequel il y avait les initiales EL. Bon. Et ce clochard était connu dans toute la Sicile pour être très fort en maths et en physique. Et à ces obsèques, il y avait 600 personnes. Donc la rumeur a cru que c'était Majorana en fait. Mais il y a eu des recherches et ça ne correspondait pas. Notamment parce que ce clochard avait fait de la prison. Et c'était pas le même état civil. Ça restera mystérieux. Une dernière. Monsieur Klein, vous avez écrit plusieurs livres sur le temps. Ouais. C'est un sujet qui n'est pas encore épuisé. Quand on lit, c'est intéressant. Le facteur, c'est
d'un autre ordre, mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé de la aux anagrammes? Alors ma question c'est, est-ce que vous avez fait une anagramme avec les Oui, mais j'en ai fait, oui, parce que le livre de Chiachia s'appelle La disparition de Majorana. Et l'anagramme de la disparition de Majorana, c'est j'adorais la dimension à part. Et je crois que c'est la clé du truc, c'est j'adorais la dimension à part, c'est-à-dire. Enfin, pour dire les choses franchement, je pense que Majorana avait un problème grave avec l'autorité des médiocres. Par exemple, il méprisait Fermi. Qui était quand même pas médiocre. Qui n'était pas un médiocre. Donc, et il méprisait le Fermi, pas sur le plan intellectuel, mais parce que avant Fermi, il voulait publier, etc. Et Majorana, je l'ai dit, il trouvait ça vulgaire. Alors que Fermi, lui, il pensait qu'il fallait publier, y compris des choses qui seraient démontrées fausses par la suite. Parce qu'il avait été traumatisé par le fait que, dans les années 25-26, il avait découvert, lui, le principe d'exclusion de Paoli. Mais il ne l'a pas publié. Et, parce qu'il dit tout et Paoli l'a publié. Et ça lui a servi de leçon. Après, il a dit qu'il faut publier, y compris des choses qui sont mal étayées. Mais l'histoire l'a récompensé quand même, parce que les particules qui satisfont au principe d'exclusion de Paoli s'appellent des fermions, et pas des polluants. Donc, Bien. Merci beaucoup, Étienne Klein, merci à vous. pour ce livre que, bah voilà, vous méritez l'applaudissement.